Il y a 3 jours, Paul et Lorraine ont emménagé dans une vieille maison de location en banlieue de Virginie avec leur fils de 7 ans, Henry. Nichée au fond d'une ruelle étroite, entourée de haies luxuriantes et d'un carré d'herbe sauvage, la maison était petite, mais confortable, et le loyer était étonnamment bon marché. Il fait encore un peu froid, même avec le chauffage allumé, remarqua doucement Lorraine tandis qu'il déballait les cartons dans la cuisine. Paul sourit en branchant un petit électroménager. C'est juste que la maison n'est pas encore habituée à nous. Accorde-lui quelques jours d'odeur de cuisine et de rire, et elle se réchauffera tout de suite. Crois-moi. Pendant ce temps, à l'étage, Henry jouait à cache-cache tout seul, serrant son ours en peluche, Teddy. Lorraine s'essuya les mains sur son tablier et jeta un coup d'œil vers l'escalier du grenier. Chérie, ne mets pas les pieds dans le grenier, d'accord? Il pourrait y avoir des clous rouillés ou beaucoup de poussière. Je sais, maman, répondit-il, mais des pas lointains résonnaient encore au-dessus de lui. Lorraine soupira, habituée à la curiosité débordante de son fils. Une demi-heure plus tard, Henry descendit précipitamment l'escalier, le visage blême. Teddy était serré fermement dans une main tremblante. « Maman, j'ai trouvé une porte bizarre derrière l'armoire, » murmura-t-il. Paul leva les yeux, inquiet. « Quelle porte ?»« Dans la vieille chambre, derrière l'armoire en bois, » expliqua Henry. « Elle est petite et en bois, sans serrure. Je l'ai ouverte, il y a un tunnel à l'intérieur. C'est si sombre et ça sent mauvais. » Un vent froid en sortait. Même Teddy avait peur. Paul s'accroupit pour ébouriffer les cheveux de son fils. « C'est une vieille maison, mon pote. Plein de craquements et de bruits étranges. Tu l'as probablement imaginé. » Ce n'était pas mon imagination, insista Henry d'une voix tremblante. Il y avait vraiment une odeur de moisi, et le vent était si froid. Au cours des 3 jours suivants, un silence gêné s'installa dans la maison. Henry cessa de parler de l'école et ne s'extasiait plus lorsque Lorraine préparait des biscuits. Son regard devint lointain, hanté. Un matin froid, Henry murmura depuis la porte de sa chambre, « Maman, chaque nuit, j'entends des pas sous le plancher. » C'est probablement juste le vent, répondit doucement Lorraine. Non, ce sont des chaussures en cuir, un pas à la fois, et puis quelqu'un gratte le sol. Sa voix tremblait. J'ai peur. Lorraine le serrait contre elle, le cœur battant la chamade. La nuit dernière encore, elle avait senti une présence devant la porte de leur chambre, mais lorsqu'elle avait allumé la lumière, le couloir était vide. C'est peut-être des rats, dit Paul lorsque Lorraine se confia plus tard. Et Henry a eu son imagination. Ce n'est pas de l'imagination, insista Lorraine. Il a changé, Paul. Je le sens aussi, il y a une odeur étrange dans notre chambre, comme de la moisissure et du sang. Cette nuit-là, une fois Henry endormi, Paul prit une lampe de poche et monta à l'étage. La lourde armoire en noyer de la 3e chambre, autrefois un espace de rangement, était adossée au mur. Il la poussa de côté, soulevant des nuages de poussière. Lorraine se couvrit le nez tandis qu'il éclairait. Elle était là, une petite porte en bois, pas plus grande que celle d'un abri de jardin, dont la poignée en laiton terni laissait échapper un long grincement en s'ouvrant. Une bouffée d'air froid s'en échappa, charriant une odeur aigrelette d'humidité et quelque chose de bien plus infect. « Nous devrions appeler la police, » haleta Lorraine. Paul secoua la tête. C'est peut-être juste un vieux conduit de ventilation que le propriétaire a oublié de boucher. La maison est restée vide pendant près de 2 ans. Il hésita, le regard perdu dans l'obscurité du tunnel. Je vais la fermer à clé pour qu'Henry ne puisse pas s'en approcher. Demain, on la fera inspecter. Lorraine hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur ce vide noir. Quelque chose au plus profond d'elle-même semblait les observer. Le lendemain, Henry se réveilla avec une légère fièvre. Lorraine resta à la maison avec lui et l'emmena chez le médecin. À son retour, elle trouva Paul en train de discuter avec un inconnu sur le pas de leur porte, un homme grand et mince aux cheveux poivre et sel, vêtu d'un manteau noir et de lunettes de soleil, tenant une pile de papier. « Je m'appelle Stephen Carter », dit-il avec un fort accent américain. « J'habite 3 maisons plus loin avec ma mère âgée et alitée. Je connaissais l'ancien propriétaire, Monsieur Michael. Je me suis dit que je vous accueillerais dans le quartier. » Lorraine plissa les yeux. « Tu es déjà venu chez nous ? » « Non, » admit Stephen, « mais j'ai vu des lumières allumées vers minuit, même si personne n'était censé être là. » Lorraine échangea un regard méfiant avec Paul. « On nous a dit que personne n'avait vécu ici pendant 2 ans. » « Les gens mentent, » dit Stephen en haussant les épaules.
Fais attention. Ce n'est pas l'endroit le plus sûr pour élever un enfant. Sur ce, il fit demi-tour et s'éloigna. Paul ferma la porte et croisa le regard anxieux de Lorraine. Il y avait quelque chose qui clochait chez lui, a-t-elle dit. Il y a beaucoup de choses qui clochent ici, répondit Paul. Je commence à croire Henri. Cette maison a bien plus à offrir qu'on ne le pensait. Cette nuit-là, les grattements revinrent d'abord légers, comme des clous traînant lentement sur le bois, puis frénétiques, comme si quelque chose remontait de terre. Vers 3 heures du matin, Lorraine réveilla Henri, qui gémit, je l'ai encore entendu. Il est sous le plancher, il me regarde. Il porte une chemise bleue avec un badge brillant, poursuivit Henri, la voix tremblante. Il a du sang sur l'épaule. Un frisson parcourut l'échine de Lorraine. Paul inspira brusquement, le nez plissé par l'odeur de quelque chose de mort et de pourrissant sous la maison. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Henri était assis, serrant Teddy dans ses bras, refusant même une bouchée de céréales. Un autre rêve, demanda doucement Lorraine. Ce n'était pas un rêve, dit-il. Il est réel, et chaque nuit, il s'en rapproche un peu plus. Cet après-midi-là, après avoir déposé Henri à l'école, Paul retourna dans la 3e chambre. Il écarta complètement l'armoire, révélant à nouveau la petite porte, et remarqua des traces de pas boueuses sur le vieux parquet, maculées d'une trace sombre et menaçante. Paul appela Lorraine à l'étage. Elle secoua la tête. Non, ce sont des nouveautés. Absolument. Ils échangèrent un regard inquiet. Prends ton téléphone. Prends une photo, insista Paul. Il s'accroupit et ouvrit doucement la petite porte en bois. Le faisceau d'une lampe de poche révéla des briques humides bordant un tunnel étroit, dont le plafond serait si bas qu'un adulte devrait ramper. Au fond, quelque chose bougea dans l'obscurité. Tu as vu ça? Lorraine recula. Je crois. Sa voix tremblait. Quelqu'un a emprunté ce tunnel récemment. Paul, j'ai peur. Cette maison n'est plus sûre. Il faut qu'on découvre ce qui se passe. Que veux-tu dire? Demanda Paul. Appelez la police ou engagez quelqu'un pour soulever le sol et dites-leur que notre fils est hanté par un fantôme en uniforme de policier. Il se tue. Il nous faut des preuves. Du concret. Lorraine hocha la tête, la détermination étincelant dans ses yeux. Cette nuit-là même, elle régla des alarmes toutes les 2 heures pour vérifier la chambre d'Henri. 2 jours plus tard, alors qu'elle triait le linge, Lorraine sentit une odeur étrange près de l'escalier. Ce n'était pas l'odeur habituelle de moisi. Elle était plus épaisse, métallique, avec une pointe de pourriture. Elle la suivit, passa devant la porte de la 3e chambre, où l'odeur l'envahit comme une créature vivante. Elle ouvrit la porte. Henri était assis dans un coin, griffonnant sur un bout de papier. « Henri, que fais-tu ici ?» Le garçon leva les yeux, le regard vide, comme perdu dans un autre monde. Lorraine s'approcha et observa son dessin, un homme affalé au sol, la tête penchée de façon anormale, les yeux noirs comme des puits sans fond. Un badge était griffonné sur sa poitrine, barré d'une épaisse encre noire. Derrière lui, un tunnel sombre maculé de ce qui ressemblait à du sang. « Qu'est-ce qu'il fait ?» murmura Lorraine. « Il me fixe en souriant, » dit Henri doucement. Ce n'est pas un sourire joyeux. C'est flippant. Lorraine le serra dans ses bras, les mains tremblantes. « À partir de maintenant, tu ne rentres plus dans cette pièce. Je la fermerai à clé, d'accord ?» Le garçon ne répondit pas, mais il posa sa tête contre son épaule, comme s'il souhaitait lui aussi fuir l'obscurité. Ce soir-là, quand Paul rentra, Lorraine lui raconta tout. Après un long silence, il dit doucement « J'ai déjà réservé un inspecteur en bâtiment, Monsieur Samuel. Il est américain, mais il vit ici depuis des années. Il est doué pour les vieilles maisons. Il viendra demain. » Lorraine expira. Il faut protéger Henri. Le lendemain matin, Samuel arriva à un petit homme à la barbe fournie qui parlait d'un ton posé. « C'est ici ?» demanda-t-il en scrutant la chambre vide. Paul désigna l'armoire. Derrière cette porte se trouve le tunnel. Savez-vous où il mène? Samuel eut mal l'air. La Virginie compte de nombreuses vieilles maisons avec des abris anti-aériens datant de la guerre de sécession. Parfois, des vagabonds ou des criminels les utilisent. Il y a quelques années, la police a trouvé un fugitif vivant dans la cave à vin d'une boulangerie abandonnée. Lorraine pâlit. Tu dis que quelqu'un pourrait être là-bas en ce moment? Je ne suis pas sûr.
N'y allez pas seul. J'apporterai le matériel demain matin et je l'inspecterai minutieusement. Le regard de Samuel s'attarda sur un coin de la pièce. Il y a quelque chose qui cloche. On dirait que personne n'est parti. Cette nuit-là, Henri hurla. Lorraine se précipita dans sa chambre et le trouva enveloppé dans sa couverture, trempé de sueur. Il est sorti, maman. Du tunnel. Il a grimpé jusqu'au bord de l'armoire. Ses yeux étaient rouges, sa bouche ruisselait de sang. Il a dit, sors de chez moi. Lorraine le serra contre elle, le souffle court. Tout va bien, mon cœur. Je suis là. Personne ne te fera de mal. Non, maman. Il me déteste. Il sait que je l'ai vu. Paul entra, le visage sombre. On ne laissera personne faire du mal à Henri. Demain, j'appelle la police. Lorraine hocha la tête, mais au fond d'elle-même, elle craignait qu'aucun fonctionnaire ne puisse l'aider, pas sans preuve. Et cette présence n'était peut-être même plus humaine. La nuit tomba dans un silence gris et froid. Lorraine emmena Henri chez Bette, une amie d'université et infirmière à la retraite, à 2 rues de là. Malgré des années de silence, Bette avait répondu à l'appel affolé de Lorraine, « Amenez-le-moi tout de suite. J'ai un mauvais pressentiment. » De retour à la maison, Paul s'arma d'une lampe torche et de gants. Après que Lorraine se fut endormie, il rampa par la porte de l'armoire pour pénétrer dans le tunnel. Une humidité glaciale et une odeur rance le frappèrent, le forçant à s'étouffer. Il se tortilla en avant, les briques glissantes de mousse, jusqu'à ce qu'une petite pièce s'ouvre devant lui. En rampant à l'intérieur, il vit de la terre et des briques cassées sous ses pieds. Dans un coin, un sac de jus de gris était posé à côté d'une boîte en métal rouillé. Paul sortit la boîte, son loquet était cassé. À l'intérieur d'un sac plastique, il trouva de vieux documents, une clé USB noire, des boîtes d'allumettes et un amas de papier. D'abord, des passeports et des cartes d'identité portant tous le même visage, mais des noms différents, Luke Reynolds, Andrew Taylor, Matthew Vaughn. Son cœur battait la chamade en reconnaissant ce visage grâce aux vieilles histoires sur l'ancien propriétaire de la maison. Puis une autre photo, le même homme en uniforme de police, le visage marqué d'encre rouge. Michael Grave, murmura Paul en la retournant. Au dos, un seul mot griffonné, traître. Des reçus tamponnés par une banque de Galita, à Santa Barbara, laissaient entrevoir d'importantes sommes non comptabilisées. Paul glissa la clé USB dans son manteau et se leva pour partir. Une tache de sang séché sur le sol et de la suie sur les murs lui indiquèrent qu'il s'agissait d'une cachette. En rampant dehors, il entendit des pas faibles dans le couloir. Il se figea, il n'y avait personne. Il verrouilla la porte en bois, referma l'armoire et descendit. Lorraine attendit, le regard lourd. Il étala l'épreuve. Elle examina chaque photo, se figeant sur celle portant l'inscription Michael Grave. « C'est lui », murmura-t-elle. « Il rôdait près de chez nous il y a quelques jours, à nous observer. »« Il ne se cache pas seulement, » dit Paul. « Il essaie d'effacer quelque chose. »« Mais pourquoi revenir ici ?» Lorraine désigna les photos. S'il était flic, il saurait où se cachent les gens. C'est peut-être là qu'il a caché des preuves ou de l'argent qu'il n'a jamais récupéré. Les yeux de Paul s'assombrirent. On n'a plus de temps. Le lendemain, Samuel revint avec un projecteur et une caméra infrarouge. Paul le conduisit dans la pièce et fit glisser l'armoire. « Tu veux descendre ?» demanda Samuel. « Non », Paul secoua la tête. « Je scannais et je photographie. S'il y a danger, je dois agir vite. » Paul attacha la lampe à son col, enfila ses gants et se glissa dans le tunnel. Samuel ajusta sa caméra à l'entrée. Quelques minutes passèrent avant que Paul n'en sorte. « Tu vois quelque chose ?» insista Samuel. « Une petite chambre, un abri temporaire. Du sang, une boîte en métal, des empreintes de pas, ce n'est certainement pas à moi. » Le visage de Samuel pâlit. « Photographie tout, puis sors. » Paul lui tendit l'appareil et la lampe. Tandis que Samuel examinait les images, il fronça les sourcils. Ce sang, il est frais, encore rouge. Et ces empreintes de pas des chaussures en cuir, pointure 40 environ. Quelqu'un vient encore ici. Lorraine resta figée, son cœur battant la chamade aux paroles de Samuel. « Tu crois que c'est Michael ?» Samuel hocha la tête, la voix basse et tendue. « Si c'est lui, il est dangereux et terriblement malin. Ne touche à rien d'autre. Appelle la police, ou au moins quelqu'un qui sait comment gérer ça. »
Tu connais quelqu'un? La question de Paul fut lancée rapidement. Un vieil ami, aujourd'hui avocat. Il travaillait aux affaires intérieures. Je lui enverrai un message, dit Samuel, le regard scrutant la pièce obscure. Mais tu dois être prudent. Ne laisse aucune trace de suspicion. Cette nuit-là, le téléphone de Lorraine a sonné. C'était Henri, qui appelait de chez Bette. Maman, a-t-il murmuré d'une voix tremblante, il est de retour. Où l'as-tu vu? Dans mon rêve, mais cette fois, il se tenait sur notre porche, un marteau à la main. Il pleurait. Il gémissait, arrête de creuser. Je vais tout brûler. Lorraine serra plus fort le téléphone. Je vais bien, chérie, la rassura-t-elle. Mais maman? Teddy est déchiré. Il a une tache rouge sur la main. Son cœur se figea. Le lendemain matin, elle fit face à Paul. Henri ne se fait pas d'illusions. Il connaît notre fils. Il a déjà pris contact avec nous, et il reviendra. Paul posa la clé USB sur la table avec un léger clic. Je vais vérifier. Elle pourrait contenir la clé. Il la brancha et navigua jusqu'au dossier isolé. Une liste de fichiers vidéo, chacun étiqueté avec un code de date, remplissait l'écran. Il ouvrit le premier. La pièce qui apparut était sombre et exiguë. Un homme était assis devant la caméra, Michael Grave. Sa chemise était froissée, le regard exorbité par le désespoir. Je n'ai tué personne, insista-t-il. Ils m'ont piégé. Ils voulaient l'argent que j'avais pris lors de l'opération à Washington. Je le gardais juste pour l'équipe. Ils ont tué mes partenaires et m'ont fait porter le chapeau. Lorraine porta la main à sa bouche. Si quelqu'un trouve cette vidéo, ne croyez pas les médias. Je me cache, mais je vais me laver. Je sais qui me suit. L'électricité statique a englouti la dernière image. Mon Dieu, murmura Paul. Lorraine tremblait à ses côtés. Il a été trahi, et cela l'a poussé au bord du gouffre. Le regard de Paul ne quittait pas l'écran. Il pense que tout ce que nous faisons est une menace. Il va agir. Nous devons savoir exactement qui est Michael Grave. Tu as raison, réussit Lorraine. Monsieur Samuel n'a-t-il pas mentionné un contact aux affaires internes? Oui, Richard Collins. À la retraite maintenant, mais il a quand même tiré les ficelles. Je lui ai envoyé la photo et la vidéo de Michael. Pas encore de réponse. Mais si nous découvrons l'identité de Michael, il saura que nous le savons. Lorraine déglutit difficilement. Tu te souviens de son regard la première fois qu'il est venu à la maison? On aurait dit qu'il nous testait, qu'il nous menaçait. Ils se regardèrent en silence. La maison semblait étrangement immobile, le moindre craquement accentuait leur peur. Cet après-midi-là, le téléphone de Paul vibra. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, Richard. Il répondit, se préparant. J'ai vu la vidéo, confirma la voix rauque de Richard. Tu as raison, c'est Michael Grave, ancien inspecteur adjoint du district de Washington D.C. Il a disparu il y a 2 ans au cours d'une enquête interne. Pour corruption, demanda Paul. Exactement, répondit Richard sans détour. Mais l'affaire s'écroula à mi-chemin, des dossiers disparurent, des témoins furent retrouvés morts. Le dernier à le voir fut le commandant, décédé dans un accident de voiture 3 jours après avoir déposé sa plainte. Paul ferma les yeux. Croyez-vous qu'il soit innocent? Je crois qu'il en savait trop, dit Richard. Lorsqu'il a tenté de parler, ils ont tenté de le réduire au silence. Il s'est échappé, mais il est en fuite depuis. Alors pourquoi ici? Insista Paul. Peut-être que cette maison était le dernier endroit où il se sentait en contrôle, où il cachait quelque chose de vital. Est-il dangereux? La voix de Paul tremblait. Plus que tu ne le penses, non seulement parce qu'il est acculé, mais aussi parce qu'il est entraîné. Sois prudent, Paul. Il n'hésitera pas à tuer. Après l'appel, Lorraine demanda doucement, tu crois qu'il est encore dans les parages? Répondit Paul. Je vais vérifier les caméras du quartier, dit Lorraine. Henri n'arrête pas de rêver de lui. Mais il ne l'a jamais blessé directement. Pas encore, prévint Paul, le moral de notre fils est à bout. Cette nuit-là, Lorraine resta éveillée. À 3 heures du matin, le vent sifflait par les fentes des fenêtres, un gémissement lugubre qui lui glaçait les os. Un gémissement sourd et rauque,
comme celui d'un homme à bout de souffle, se mêlait à son sifflement. Elle se glissa hors du lit et descendit le couloir en rampant. La lumière vacilla puis s'éteignit. Elle se figea tandis que des ongles humains en grattaient violemment le bois. Elle hurla. Paul monta l'escalier en courant, actionnant tous les interrupteurs, mais le bruit avait cessé. « Tu as entendu, n'est-ce pas » La voix de Lorraine tremblait. Elle provenait de sous la chambre d'Henri. Le lendemain matin, ils ont emmené Henri chez le docteur Isabelle Harris, psychologue pour enfants. Au bout d'une heure, elle est ressortie, l'air grave. Henri souffre d'anxiété post-traumatique. Ce qui compte, c'est son histoire, ce n'est pas un fantasme. Elle est cohérente et répétée. « Tu veux dire qu'il n'invente rien » demanda Lorraine. « Pas tout à fait. Les enfants perçoivent souvent ce que les adultes ignorent. Ils perçoivent une présence que nous occultons. » Paul se pencha en avant. « Qu'est-ce qu'il y a » Cela pourrait être dû à la noirceur émotionnelle de la maison elle-même, ou à Michael, s'il y a vraiment vécu. Je ferai tout mon possible pour l'aider. Mais si la maison ne change pas, les cauchemars d'Henri continueront. De retour à la maison, j'ai reçu un courriel de Richard. L'ancienne adresse enregistrée de Michael correspond à celle de cette propriété. Il a dû utiliser un faux propriétaire ou un pseudonyme pour signer le bail. Je vous envoie les documents originaux par courrier. Lorraine a scanné la pièce jointe. Le nom du locataire était Andrew Taylor, un autre pseudonyme figurant sur ses pièces d'identité. La mâchoire de Paul se serra. Nous vivons dans la maison d'un fugitif, et il revient. Plus tard, en sortant les poubelles, Lorraine croisa Steven, le voisin qui était venu leur rendre visite le premier jour. « Tu es toujours là » demanda-t-il en haussant un sourcil. « On n'a pas bougé » dit-elle. « Des bruits nocturnes » La voix de Steven baissa. « Des pas à 2 heures du matin, venant de chez toi, certainement pas des rats. Et il y a 2 nuits, une grande silhouette, long manteau, chapeau, devant mon portail. Quand j'ai allumé les lumières, il a filé. » Lorraine se raidit. « Tu as vu son visage » ? Non, mais il avait les épaules larges, il ressemblait au locataire précédent. « Michael. Tu le connaissais » ? Plus ou moins, dit-elle. C'était un de ces hommes que personne n'osait contrarier. Elle remercia Steven et se dépêcha de rentrer. Il l'avait vu de près, dit-elle à Paul. S'il est si près, c'est plus qu'une simple surveillance. Il se prépare à frapper. Ce soir-là, Lorraine étala les derniers dessins d'Henri sur la table. Chacun représentait un homme coincé sous terre, les yeux creux, tantôt pleurant, tantôt hurlant. Sur l'un d'eux, des flammes dansaient autour de lui, il serrait un briquet, les yeux fixés au plafond. « Paul, murmura-t-elle, notre fils voit l'avenir. » Il prit un dessin, le cœur battant. Ces coups ne viennent pas d'un enfant de 7 ans, ce sont des avertissements, des supplications désespérées. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, jura-t-il. Nous devons trouver sa cachette avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, sous une légère bruine, ils venaient de terminer leur petit déjeuner lorsque la longue sonnerie de la porte les fit sursauter tous les deux. Henri était toujours chez Beth. Lorraine vérifia la caméra de la porte d'entrée et retint son souffle. Un homme en imperméable se tenait sous l'avantoir ruisselant, serrant contre lui un dossier plein à craquer. Un petit logo d'agence immobilière était brodé sur sa manche, mais cela ne signifiait rien lorsqu'elle haleta, la voix tremblante, « Paul, c'est lui. » Son cœur battait fort tandis que Paul s'avançait, fixant l'écran à travers le portail ruisselant de pluie. Bien que le chapeau et le masque de l'homme dissimulaient une grande partie de son visage, son regard était reconnaissable entre mille, froid, perçant, fixe. Le doigt de Michael plana au-dessus de la sonnette, appuyant encore et encore jusqu'à ce que Paul prenne une lente inspiration et ouvre le portail. L'inconnu remonta l'allée avec l'attitude calme et exercée d'un représentant d'entreprise. Arrivé sur la plus haute marche, il retira son masque et sourit. « Bonjour, je suis Michael. »« Désolé, je suis actuellement Mark Jenkins de Gracia Realty. » Il ouvrit son dossier. « On m'a envoyé inspecter la toiture et l'étanchéité. L'ancien propriétaire a signalé de possibles fuites. » Lorraine se raidit. « On n'a rien signalé. Cette maison est soumise à un programme d'entretien trimestriel, dit-il d'une voix doucereuse. Des contrôles de routine. » Paul inclina la tête. « Avez-vous des documents ?» Michael lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des contrats de réparation et une autorisation signée, Luke Reynolds.
Paul parcourut les pages, les lèvres pincées. Nous avons un jeune enfant à la maison. Ce n'est pas le moment idéal pour recevoir des visiteurs. Veuillez laisser vos coordonnées, je confirmerai avec le bureau. Le sourire de Michael s'éclaircit. Bien sûr. Je ne fais que suivre le protocole. Après tout, cette maison est spéciale, non? Ces mots transpercèrent l'air comme un couteau. Il se retourna, traversant la pelouse comme s'il s'appropriait chaque brin d'herbe. Avant de sortir, il s'arrêta devant le portail, se retourna et dit doucement, « Passez une bonne journée, et faites attention à ce qu'il y a en dessous. Le sol bouge ici. » Le portail claqua derrière lui. Lorraine se mit à trembler. Paul, il sait. Il nous prévient, il sait qu'on était au sous-sol. Le regard de Paul se durcit. Il n'est pas venu vérifier le toit. Il est venu dire, « Je suis de retour. » Cet après-midi-là, Monsieur Samuel a appelé. J'ai parlé à l'ancienne agente, Dorothy Newman. Elle a rencontré un homme avec des documents valides signés Luke Reynolds, 1,90 m, des cheveux bruns, des yeux enfoncés. Exactement comme Michael. Il a utilisé une fausse identité pour louer sa propre maison. Ce nom n'existe pas dans le système de taxes foncières. Que pensez-vous qu'il soit venu chercher? De l'argent? Des dossiers? Et si vous avez cette clé USB, il ne vous la laissera pas passer. La voix de Lorraine tremblait. Que devons-nous faire maintenant? Ajouter des serrures. Installer des caméras cachées. Ne restez jamais seul la nuit. Je passerai demain après-midi. Cette nuit-là, Lorraine resta éveillée, scrutant les caméras de la porte d'entrée et de la porte de derrière. À 2h14, une silhouette apparut. Elle ne distinguait pas clairement son visage, mais sa taille, ses mouvements lents et réfléchis la glaçaient. « Paul » murmura-t-elle. Il se réveilla en sursaut et regarda l'écran. Michael se tenait au coin du jardin, à quelques centimètres de la porte du sous-sol. Il ne bougea pas, il observa simplement. 5 minutes d'agonie plus tard, il se retourna et se fondit dans l'obscurité. « Comment est-il entré » demanda Lorraine à voix basse. « Il a escaladé la clôture, ou peut-être était-il déjà là. » Les mots de Paul les parcoururent tous deux d'un frisson. Le lendemain matin, ils emmenèrent Henry à une autre séance et le laissèrent avec Beth pendant quelques jours. Dans la voiture, le garçon murmura, « Maman, hier soir, il n'a pas parlé. Il est resté planté devant la fenêtre, sans cligner des yeux, comme une statue. Je l'ai vu tenir quelque chose, comme un bâton ou un crochet. » Lorraine lui serra la main. « Tout va bien. Tu seras en sécurité chez Beth. » De retour à la maison, ils trouvèrent un petit bout de papier blanc sur le pas de la porte. Pas d'écriture, juste une légère trace humide, comme une empreinte de doigt trempée par la pluie. Les lèvres de Lorraine se pincèrent. « C'est un avertissement. » Paul hocha la tête. Il joue avec les nerfs, il intimide. Il n'est pas encore entré par effraction. Il attend. Ce soir-là, Paul alla faire les courses, laissant Lorraine seule. Alors qu'elle rinçait un verre, un léger clic retentit à l'étage. Elle se figea, tendant l'oreille, aucun murmure d'Henry, aucun craquement, si ce n'est des pas légers, un pas mesuré à la fois. Sa main glissa vers le tiroir de la cuisine, se refermant sur un petit couteau. Le cœur battant, elle monta l'escalier. La porte de la chambre d'Henry était entr'ouverte. Elle la poussa. La pièce était vide, mais l'armoire était ouverte et la porte du tunnel caché s'ouvrit en grand. Lorraine hurla. Paul fit irruption et la trouva effondrée, le corps tremblant. Il a ouvert le tunnel. Il était dans la maison. À l'étage, des traces de pas boueuses s'étendaient de la porte jusque dans l'ombre, et un mégot de cigarette gisait par terre. Ils ont appelé la police. L'agent Martin Owens est arrivé, le regard grave. Aucun signe d'effraction, pas d'effraction manifeste, rien à inculper. Il vous faudra une vidéo ou une déclaration de témoin. La voix de Paul s'est calmée. Alors on attend qu'ils mettent le feu. L'agent n'a offert aucune assurance, se contentant d'un dernier avertissement, à votre place, je ne resterai pas ici. Pas avec un enfant. Au cours des 3 jours suivants, Michael revint 3 fois au compteur électrique, fuite d'eau, vérification du bail à chaque fois sous un pseudonyme différent, imprimé sur de fausses pièces d'identité trouvées au sous-sol. À chaque fois, Lorraine se tenait derrière la porte, un couteau à la main, tandis que les manches de Paul dissimulaient des doigts tremblants. Le 4e jour,
Michael prétendit réparer les toilettes. Paul s'exclama, « Combien de fois encore ?» Sa voix était ferme, mais ses poings tremblaient. Michael sourit, le regard perçant. « Jusqu'à ce que le système fonctionne parfaitement. Tu n'es ni technicien, ni juge. Mais je sais qui tu es. » Son regard s'assombrit. « Tu sais, mais tu ne peux rien faire. Aucune preuve, aucun mandat, juste ton imagination. » « Et mon fils ?» Paul intervint, la voix à peine murmurée, « Est-ce qu'il t'imagine quand il dessine ton visage tous les soirs ?» Michael pencha la tête, le sourire déformé. « Les enfants rêvent. » Puis il s'éloigna, laissant un silence criard. Lorraine décida d'envoyer Henry chez sa mère à Lincoln. Beth acquiesça, il faut qu'il sorte de là. Il dessine des images perturbantes, ses yeux, il ne fait plus confiance aux adultes. Lorraine retint ses larmes. Je ne peux pas quitter la maison. Je dois affronter ça. Ce soir-là, la maison semblait oppressante et vide. Lorraine découvrit la porte du réfrigérateur légèrement entr'ouverte, un verre et une bouteille de lait déplacés. Paul ? Il descendit précipitamment. Personne n'était censé être ici. À la porte de derrière, une trace de boue fraîche et une motte de terre sur la poignée confirmèrent ses pires craintes. Il a une clé, ou en a fabriqué une, dit Paul d'un ton sombre. Tu vas à Lincoln. Je reste. Le lendemain, Diane Morgan arriva. Ancienne de la brigade spéciale des crimes financiers, déterminée et perspicace. Michael Grave était lié à une importante affaire de blanchiment d'argent. Il a peut-être caché quelque chose ici qu'il n'a jamais retrouvé, et maintenant il revient le chercher. Une deuxième clé USB ? De l'argent liquide ? Un registre, demanda Lorraine. Diane acquiesça. S'il apprend que vous êtes au courant pour le sous-sol, il n'attendra pas. Vous devez jouer les victimes, laissez-le répéter son comportement. Je placerai une caméra infrarouge près de l'armoire. Henry doit rester à distance jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de preuves pour l'arrêter. Ce soir-là, Lorraine serra Paul dans ses bras devant la voiture. Tu es sûr ? Il l'embrassa sur le front. Il faut que ça cesse. Appelle-moi tous les soirs. Sinon, je reviendrai. Elle s'éclipsa, des larmes scintillant sous le lampadaire. Seul, Paul observait la caméra cachée. Vers 2 heures du matin, une silhouette floue traversa la chambre. Aucune porte ne s'ouvrit, aucun bruit et pourtant l'ombre traversa la pièce. Il appuya sur le bouton d'enregistrement. La silhouette s'agenouilla devant l'armoire, puis regarda droit dans l'objectif, le doigt pressé contre ses lèvres dans un geste glaçant, avant de disparaître. Paul a envoyé les images à Diane. 10 minutes plus tard, elle l'appelait, il est au courant pour la caméra. Il ne s'est pas couvert le visage, il veut que tu le vois. Maintenant, le vrai jeu commence. La maison ressemblait davantage à une zone de guerre, chaque ombre étant un ennemi, chaque recoin un piège. La deuxième nuit, il perdit le sommeil. À 1h48, la sonnette retentit. Il l'ignora. Des coups tonitruants, puis le silence. L'appareil photo capta Michael tenant quelque chose ou une photo d'Henry, autrefois encadrée dans leur chambre. Les poings de Paul saignèrent à force de se serrer. Michael murmura, « Je sais où il est », puis disparut. Le lendemain après-midi, une voiture banalisée arriva devant la maison. Paul eut un frisson de froid en contemplant la porte vide. La guerre venait de commencer. Diane et Samuel sortirent dans l'air frais du soir. J'ai transmis la vidéo à un ancien contact de la brigade spéciale de Virginie, dit Diane d'une voix basse mais pressante. Comme je le soupçonnais, ils ont besoin de plus avant de pouvoir agir officiellement, pas de violence physique, pas d'entrée illégale confirmée, pas de mandat d'arrêt. Alors, attendons qu'il frappe. Paul serra les mâchoires. On le force à sortir, dit-il, contenant à peine sa frustration. Samuel sortit un petit gadget de la poche de son manteau. Un détecteur de mouvement, expliqua-t-il en le lui donnant dans la main. Je vais en placer un peu partout au sous-sol et dans la chambre. S'il revient, on le saura. Et les portes, demanda Diane. Les serrures mécaniques sont intactes, répondit Samuel. Soit il a un double des clés, soit il utilise un ancien vide sanitaire au sous-sol. Paul hocha la tête, le visage tiré. Et encore une chose, ajouta Diane d'un ton grave. La photo qu'il a laissée pourrait être un avertissement, ou le début d'une escalade. Et ensuite, demanda Paul. Nous attendons.
Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que Paul comprit que l'attente était le plus cruel des supplices. Il était assis dans le salon, téléphone à la main, les yeux rivés sur le grain de la caméra. 1h du matin rien. 1h30 du matin. Une forme sombre a traversé l'arrière-cour où c'était juste un chat. 2h10. Le capteur du sous-sol vibra. Quelque chose bougea près de la porte. Paul retint son souffle, ce n'était qu'un rat. Il ouvrit la carte thermique. Une faible signature thermique monta de la porte du sous-sol jusqu'au sol de la chambre. Le cœur battant, Paul prit une lampe de poche et monta l'escalier sur la pointe des pieds. La porte de la chambre était solidement fixée. Paul la poussa et vit la petite trappe du sous-sol légèrement entr'ouverte. Il se figea tandis qu'une odeur humide et enfumée montait d'en bas. Il dirigea son faisceau lumineux vers le bas des marches où il n'y avait personne. Pourtant, sur la 3e marche, une empreinte de pas boueuse gisait, ses bords nets à la lueur de la lampe torche. Le lendemain matin, Paul vérifia sa boîte aux lettres. Une enveloppe d'un blanc immaculé l'attendait, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple feuille blanche, mais son odeur était reconnaissable entre mille, un tourbillon fantomatique de fumée et d'essence. Il la porta à son nez, l'odeur âcre lui retourna l'estomac. L'appel de Lorraine est arrivé à ce moment-là. Beth a vu quelqu'un dehors ce matin en grand, chapeau bas, fixant la maison. Elle a failli appeler la police avant qu'il ne s'en aille. Paul serra l'enveloppe. Il est venu jusqu'ici. Cet après-midi-là, Lorraine a téléphoné à Lucy Walker, une vieille amie et journaliste d'investigation. Lucy a écouté, puis a rompu le silence. C'est énorme. Si Michael était vraiment un inspecteur adjoint déchu qui tentait d'enterrer des preuves, vous êtes aux prises avec un réseau clandestin. J'ai besoin de voir cette clé USB. Envoyez-la moi aujourd'hui, je la vérifierai et je la diffuserai au journal télévisé de demain soir. Une fois diffusée, il n'y aura plus de retour en arrière. Lorraine jeta un coup d'œil à Henry, absorbé par ses Legos. On ne peut plus revenir en arrière depuis longtemps, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Paul verrouilla toutes les portes, renforça les caméras et ajouta une lourde chaîne au piège du sous-sol. Le sommeil lui échappa. À 1h45, un détecteur de fumée dans le jardin se déclencha à nouveau. Paul alluma l'écran, Michael se tenait là, démasqué, le regard fixé sur l'objectif. Il sortit un briquet, l'alluma, la flamme d'un bleu cobalt vacillant dans l'obscurité. Paul s'est précipité dehors, mais Michael a disparu, ne laissant qu'une bouteille en plastique empestant l'essence sur la pelouse, et en dessous une note griffonnée, « J'ai assez attendu ». Le lendemain matin, la voix de Lorraine tremblait au téléphone. Lucie a confirmé, l'émission de ce soir comprendra une accusation anonyme et un bref extrait sur une clé USB. Ils ne nous nommeront pas, mais le visage de Michael sera montré. On fait ce qu'il faut, murmura Paul. Il est allé trop loin. Henry, convenait-il, allait mieux. Pourtant, la veille au soir, il avait dessiné la même silhouette, cette fois-ci, un briquet à la main, devant leur maison. Paul s'affala sur une chaise. Ça ne peut pas continuer, dit-il en composant le numéro de Diane. Il va jouer ce soir, je le sens. Nous avons alerté l'équipe spéciale, lui assura Diane. Des agents en civil seront de garde après la diffusion. Mais ne laissez pas Michael savoir que vous êtes prêt. Cet après-midi-là, Samuel arriva avec un antivol renforcé. Il suffit d'une seule erreur pour quelqu'un comme lui. Ne lui en laissez pas l'occasion. J'aurai un nouveau scanner de signaux demain, a promis Paul. Samuel secoua la tête. Pas besoin de remboursement. J'ai vu ce regard dans ses yeux il y a des années, quand il a disparu. Il se préparait à revenir. Cette nuit-là, la brume de novembre tombait comme un voile gris sur la Virginie. Paul était blotti devant son ordinateur portable tandis que les informations locales commençaient un reportage spécial, Vérité cachée en Michael Grave, ancien inspecteur adjoint, vit sous une fausse identité. À l'écran, la voix de Lucie annonçait la vidéo anonyme, vérifiée et désormais publique. Le visage décharné de Michael apparut, le regard hanté. Ils les ont tués, pas moi, croassa-t-il. J'ai gardé l'argent pour le dénoncer, mais ils m'ont piégé. Si vous trouvez ceci, s'il vous plaît. Le flux a été coupé. Le présentateur a révélé que Michael Grave était porté disparu depuis 2023, qu'il faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et qu'il était possiblement lié à 2 décès. L'affaire a été rouverte. Lorraine pleura de soulagement. On a réussi, dit-elle. Maintenant,
nous attendons qu'il se montre, répondit doucement Paul. Moins d'une heure plus tard, Diane a appelé. Il ne lâchera rien. 2 agents sont postés près de chez vous. Ne sortez pas avant demain matin. Paul verrouilla toutes les serrures, renforça le bar du sous-sol et laissa les caméras tourner. À 1h10, la caméra de face changea de direction, Michael s'approchait, cagoulé, portant un grand bidon d'essence. De l'essence, murmura Paul en appelant Diane. Il pourrait mettre le feu. Dehors, Michael laissa une traînée d'essence le long de l'allée, puis s'assit sur les marches, levant les yeux vers la fenêtre comme pour l'inviter. Les mains de Paul tremblaient, le regardant. Michael murmura, « Sors, je sais que tu m'observes. » Les sirènes hurlaient au loin. Michael se tenait debout, prêt à mettre le feu au carburant près de la fenêtre. Des policiers en civil ont fait irruption à travers la clôture en criant « Police, ne bougez pas !» Michael se retourna, agitant son pouce sur la molette du briquet et à cet instant, un officier le plaqua au sol. Le bidon d'essence s'envola, le briquet ricocha sur les briques. Il se débattit en hurlant « Ils m'ont trahi, ils ont tué mes partenaires !» Des agents en uniforme se précipitèrent, le maîtrisèrent et le menottèrent. Paul regardait depuis sa fenêtre du 2e étage, les larmes coulant à flots, non pas de pitié, mais parce que le cauchemar était enfin terminé. Au matin, la nouvelle de l'arrestation de Michael Graff se répandit dans toute la Virginie. Lucie appela, la police de Virginie est en coordination avec Washington. Ils ont rouvert l'enquête. Lorraine expira. Tu nous as sauvés. Non, répondit Paul. Nous avons eu le courage de parler. Les monstres comme lui ne survivent que tant que les gens se taisent. Plus tard, Paul, Diane et Samuel se retrouvèrent dans un café voisin. Le silence les retint jusqu'à ce que Samuel prenne la parole. Je croyais comprendre les gens, mais il défiait la logique. Il n'est pas fou, dit Diane. Il n'a simplement pas accepté de perdre. Poussé à bout, il a choisi la violence pour protéger ses délires. Paul sirota un café amer. Mais cette fois, il n'a pas réussi. Personne d'autre n'a été blessé. Diane sourit. Tu n'as pas craqué. Tu as gardé la tête froide quand tout menaçait de te noyer. Dehors, le ciel pâle s'éclaircit. Maintenant, attendons Henri, dit Paul doucement. Une semaine plus tard, la lumière dans la maison de Paul et Lorraine avait complètement changé. Plus d'odeur d'essence, plus d'ombre, plus de regards indiscrets. Les sols avaient été refaits, les serrures remplacées et, surtout, la peur avait disparu. Lundi matin, Lorraine et Henri rentrèrent. Henri, son doudou à la main, semblait apaisé, ses fardeaux allégés, remplacés par un émerveillement enfantin. Paul ouvrit la porte, le garçon courut dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué, papa » s'écria-t-il. « Tu m'as manqué aussi » murmura Paul en le serrant fort contre lui sur le porche qui avait connu l'horreur la plus sombre. Ce soir-là, après qu'Henri se soit endormi dans sa chambre ensoleillée à l'étage, Lorraine versa du thé au gingembre à la table à manger. C'est encore irréel. Un cauchemar, acquiesça Paul. Mais on s'est réveillé. Je crois que nous sommes en sécurité maintenant, dit Lorraine d'une voix ferme. Michael avait été transféré à Washington, D.C., où il était détenu à l'isolement. Richard a appelé cet après-midi-là, les documents USB correspondaient à l'ancienne affaire de blanchiment d'argent. La police a officiellement rouvert l'affaire, Michael paierait tout. Paul hocha la tête. Lorraine lui serra la main. Henri guérira, petit à petit. 3 semaines plus tard, un courriel est arrivé de la chaîne de télévision de Virginie. La journaliste Lucy Walker a demandé une interview privée et anonyme pour partager l'expérience de Paul et Lorraine et alerter les autres locataires. Je pense qu'on devrait le faire, dit Lorraine. Il y a plus de familles comme la nôtre. Si on se tait, le mal reste dans l'ombre. L'interview a été diffusée samedi soir. La voix douce et ferme de Lorraine a raconté les bruits étranges, son instinct maternel et la trappe effrayante qu'ils ont découverte. Dans tout le pays, les téléspectateurs ont réagi en racontant des histoires de sous-sols hantés et de locataires mystérieux. Un groupe indépendant a même lancé la série « The Namel Basement ». Un après-midi, Richard Collins se présenta à leur porte, d'un air brutal, mais plus doux qu'auparavant. « Nous avons arrêté 2 autres personnes liées au réseau », annonça-t-il. Paul servit du café frais. « Sans toi, je n'aurais pas su par où commencer. » Richard secoua la tête. « Votre persévérance a révélé la vérité. »
Lorraine est allée chercher un petit gâteau. Si tu ne le manges pas, c'est un crime. Richard rit. C'est une faute mineure, j'ai affronté des tueurs. Ton gâteau ne me mettra pas KO. Henri, complètement rétabli, était retourné à l'école. Un soir, Lorraine jeta un coup d'œil dans sa chambre, il coloriait une scène lumineuse représentant une plage bleue, un soleil souriant et 3 silhouettes debout côte à côte. Qui sont-ils? demanda-t-elle. Moi, maman et papa, dit-il en désignant un petit ours sous un parapluie. Et le sous-sol sous le placard, s'aventura Lorraine. Henri secoua la tête. Cet endroit ne fait plus peur, maintenant il y a de la lumière. Les larmes montèrent aux yeux de Lorraine alors qu'elle le serrait dans ses bras. 3 mois plus tard, la famille déménageait sur la côte sud, dans une maison ensoleillée de Santa Barbara avec jardin, sans sous-sol. Le jour de l'emménagement, Lorraine se tenait dans le jardin. « Tu entends ça » demanda-t-elle. Paul pencha la tête. « Entendre quoi » ? Rien, pas de grattement, pas de traces de pas, juste les vagues et le vent. Liberté. Paul sourit. Henri, viens voir ta nouvelle chambre. Le garçon se précipita à l'intérieur, les yeux brillants. Chaque pièce a des fenêtres, et aucun placard ne touche un mur, déclara-t-il. C'est parfait, dit Lorraine en riant. On recommence, ma puce. Alors qu'ils s'asseyaient pour leur premier dîner sous une chaude lumière jaune, Paul demanda, alors, que pensez-vous de la nouvelle maison? Henri mangea son poisson, puis esquissa un large sourire. J'aime ça parce qu'ici, il n'y a pas de porte secrète, papa. Paul et Lorraine éclatèrent de rire, leur joie résonnant dans la maison, bannissant les dernières ombres. Leur histoire témoigne de la force de la famille, du courage et de la persévérance face à l'injustice. Face à la peur, Paul et Lorraine ont refusé de céder, ils ont choisi de faire la lumière sur la vérité et, ce faisant, ont trouvé un nouveau départ plein d'espoir.